Nous voici de retour pour les simulations des missions Apollo, hem, toujours sur Orbiter, module AMSO, et aujourd'hui on va voir, les méthodes d'annulation, lors du lancement. Alors on va pas, détailler, la totalité des modes aujourd'hui, on va voir les premiers. Hem Et en particulier, on va voir quelles sont les contraintes de ces fameux modes. Hem, Avant de commencer, je voudrais, vous montrer ceci. Donc, il s'agit, d'un wiki sur GitHub que j'ai rédigé et que j'utilise. C'est de là que viennent, mes notes. Hem et donc, bah, si j'y pense, je mettrai le lien, en description des vidéos. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander. Hem, bon, sachez que ça existe, je pense que si vous le cherchez, vous allez le trouver, c'est un document que je crée au fur et à mesure. Hem, donc, revenons à la simulation ici, on est donc, dans un vol fictif. Alors en réalité, c'est un vol Apollo 15, mais bon, peu importe. Le son, ce sera le son d'Apollo 11, si je ne me trompe pas. Le vol est entièrement fictif pour la simple et bonne raison que, bah, en fait, on va l'annuler et que, en réalité, ça n'est jamais arrivé durant les missions Apollo. Et on va voir donc quelles étaient les procédures qui étaient prévues, s'il était nécessaire, d'évacuer, enfin d'annuler et d'évacuer rapidement un vol. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des détails, que j'ai déjà évoqués lors des, simulations précédentes. Donc, au moment où je réalise cette vidéo, hem, j'ai déjà effectué, la simulation de la mission Apollo 8 et de la mission Apollo 17, et donc il y a un certain nombre de termes, de vocabulaire, d'acronymes, heu, qu'on utilise, généralement, et bon, il est possible que, j'oublie de traduire un certain nombre de ces termes, excusez-moi. Dans ce cas-là, faites référence aux vidéos précédentes, et quoi qu'il en soit, je pense que même si vous les avez pas vues, c'est assez facile de se rattraper, aux branches et de comprendre de quoi je parle. Hem, donc, on va donc parler des modes, d'abort, donc, d'annulation, hem, pendant la phase de lancer. C'est-à-dire, toute la phase qui, va du, pas de tir jusqu'à la mise en orbite. On va pas aller, voir ce qui pourrait être fait au moment de l'injection translunaire, ni même, après. Sachant que, il y a beaucoup de phases qui sont délicates. En particulier, je pense aux phases de mise en orbite autour de la Lune ou, retour vers la Terre qui se déroulent. On allume les moteurs alors que le contact est rompu avec la Terre. Toute la phase aussi, d'alunissage est, quand même assez délicate. Donc, évidemment, il y a aussi des procédures pour pallier à tout problème, à tout moment de la mission. Alors historiquement, ça a été le cas dans le cas d'Apollo 13, où là, il y a eu un vrai problème et où la mission a été annulée. N'empêche que cette annulation a nécessité de faire, le tour de la Lune. Hem, il existe une simulation d'Apollo 13, je ne la connais pas, je ne l'ai pas pratiquée. Il est possible qu'elle simule l'accident, et ça pourrait donc être intéressant aussi de la réaliser. Mais bon, pour l'instant, on va s'en tenir simplement à la partie lancement, qui est assurée donc par la Saturne V, 1er étage, 2e étage, 3e étage qui va rester en orbite, jusqu'à l'injection, translunaire. Mais bon, en fait, ces 3 étages font bel et bien partie de la Saturne V,
Et, donc, c'est lors des phases de décollage et de poussée de ces 3 étages qu'on va envisager les annulations de vol. Alors, je disais que toutes les phases de vol étaient délicates. J'arrête la pause. Mais il faut bien reconnaître quand même que la phase de décollage est particulièrement délicate, en particulier parce que en fait une explosion sur le pas de tir pourrait détruire le pas de tir. A priori autour du pas de tir il n'y a personne, donc il n'y a pas de danger de proximité. Mais bon, euh, voilà, c'est évident que laisser retomber ou exploser la fusée sur le pas de tir, c'est pas top. Et même au-delà de ça, si la fusée décolle et qu'elle se met à voler dans n'importe quelle direction, c'est ennuyeux aussi. Mais bon, en gros, les seules personnes qui risquent vraiment leur peau dans cette affaire, ce sont les 3 astronautes qui sont dans le module de commande. Donc ici, sous ce petit cône là. Donc ils sont arrivés. Ils ont monté un ascenseur ici. Ce que je pourrais, malheureusement, bon, ils ont monté l'ascenseur ici et voilà. Ils sont passés là, ils sont rentrés dans cette espèce de petite cabine et ils sont rentrés dans le module de commande. Les personnes qui les ont fait rentrer sont ensuite reparties. Le pas de tir a été dégagé et 5 minutes avant le décollage, on va le faire. Voilà, ce bras se rétracte. Donc jusqu'à 5 minutes avant le décollage, s'il y a un incendie sur le pas de tir ou quelque chose, les astronautes ont encore la possibilité d'ouvrir en urgence le SAS d'entrée. Euh, Depuis l'accident d'Apollo 1, il est prévu de pouvoir ouvrir le SAS en urgence. Ils auraient pu repartir par le bras là qui est en train de se replier et évacuer par ici. Et il y a un système de tyrolienne qui leur permet de rejoindre le sol à bonne distance pour éviter les effets de l'explosion du lanceur. Mais là, à partir du moment où on a passé les 5 minutes avant le tir, le bras est retiré et donc il n'est plus possible de s'échapper de la fusée, en tout cas de sortir du module de commande. Donc s'il y avait un accident à ce moment-là, eh bien il y a une possibilité, c'est à l'intérieur du module de commande, le commandant qui est assis à gauche dispose d'une manette sur laquelle il a la main et s'il la fait pivoter, ça provoque l'éjection. De même, ici, il y a un bouton qui s'éclaire en rouge s'il y a un problème qui est détecté plus exactement, et il peut appuyer sur ce bouton pour annuler la mission. Et donc l'annulation de la mission à ce stade, donc on doit être 3 minutes avant le décollage ou quelque chose comme ça, et bien voilà ce qui se passe. Alors on va se contenter de regarder à ce stade. Voilà. On a été éjecté par cette espèce d'antenne qui se trouve au-dessus du module de commande. L'antenne, elle, vient d'être éjectée. Le module de commande redescend tout seul et ouvre automatiquement ses parachutes pour procéder à un atterrissage, plutôt un amérissage, euh, non loin des côtes, ici. Alors ce qu'on vient de faire, c'est une annulation qui a déclenché un système qui s'appelle le Launch Escape System. Le Launch Escape System, c'est donc la fameuse, ce que j'ai désigné par une antenne, qui se trouve au-dessus du module de commande.
Donc là-bas, c'est en train de retomber. Et nous, on est en train d'arriver paisiblement à la surface de l'eau. Et voilà. Et donc maintenant, à partir de cet instant, tout se déroulerait comme si on avait effectué un amérissage normal. Bien, je reviens à la mission telle qu'elle était au départ et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Si je retrouve... Voilà. Donc, revenons au début. Alors, on va changer le mode d'affichage de la fusée, enfin le tracking. Voilà. Donc voilà, la fusée est ici. Je peux peut-être changer encore. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas beaucoup mieux. Donc, si on regarde la fusée, on voit donc au sommet, on le verra sans doute mieux comme ceci, voilà. Et on va dézoomer un peu. Voilà, on voit le Launch Escape System, qui est donc tout ce dispositif. Alors, en fait, au-dessus du module de commande, il y a une espèce de coque de protection qui va servir aussi pendant le vol. Cette coque de protection est attachée, ou plutôt sur cette coque de protection est fixé le Launch Escape System ici. C'est fixé par des boulons explosifs. Et le Launch Escape System lui-même, il y a des petits moteurs à la base, ici, alors difficile là, dans cette zone-là. Il y a des moteurs qui vont donc tirer le module de commande sous sa coque pour l'éjecter le plus loin possible du lanceur et éviter de subir les dommages d'une explosion éventuelle. Et donc là, lorsqu'on est au sol, et on verra que ça concerne toute la phase préliminaire du vol, on est dit dans un mode One Alpha ou 1A, où l'objectif du Launch Escape System, c'est de tirer le module de commande le plus haut possible, de façon à ce que l'altitude soit suffisante pour avoir le temps d'ouvrir les parachutes. Je vais revenir à mon document de tout à l'heure, que j'avais montré. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les trois modes 1. Donc ici, on considère qu'on est en mode 1 alpha, encore qu'en réalité, le mode 1 alpha aurait plutôt tendance à commencer au moment où le vol débute, mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Avant le décollage, on peut déclencher le Launch Escape System dans le mode 1 alpha. Mais si je dis mode 1, alpha, bêta, etc., on verra. Il y a aussi un mode 2, un mode 3, un mode 4. Donc ça, c'est les 4 modes qui vont être utilisés lors du lancement. Le mode 1, c'est un mode à basse altitude. Et c'est le mode dans lequel on est tant que le Launch Escape System est posé au sommet de la fusée. Au bout d'un moment, le Launch Escape System est éjecté avec la coque et donc on se retrouve en mode 2. À partir de ce moment-là, on n'a plus ce système d'éjection et pour pouvoir annuler la mission, on va devoir gérer soit directement avec le module de commande, soit avec le CSM.
Donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est séparer le CSM et ensuite, en fonction des circonstances, décider de la stratégie à suivre pour retourner sur Terre. Sachant que plus on est haut et plus on va vite, plus il sera compliqué de rentrer sur Terre sans effectuer de manœuvres au préalable. Donc en fait, pour introduire les modes, le mode 2, eh bien, en fait, on va éjecter le CSM, peut-être faire une légère poussée de freinage et surtout éjecter le module de commande et le laisser retomber quasiment en trajectoire balistique. Rappelons-nous que l'objectif du lancement, c'est de se mettre en orbite, donc toutes les trajectoires, si on est avant l'orbite, sont des trajectoires suborbitales. Il n'empêche que, à partir du moment où on arrive en orbite, ou proche de l'orbite, on commence à avoir une vitesse relativement importante et que la rentrée atmosphérique, ça se fait pas comme ça. Le module de commande doit être freiné. Dans le cas du mode 3, justement, on a une vitesse qui est importante et donc on va se servir du module de commande pour freiner la vitesse du module de... J'ai dit le module de commande, non. On va se servir du CSM entier et en particulier du moteur du module de service pour freiner l'ensemble le plus possible et ensuite détacher le module de commande le plus tard possible pour pouvoir redescendre dans de bonnes conditions dans l'atmosphère. Et quant au mode 4, en réalité, on est en fait trop rapide pour effectuer une redescente dans des bonnes conditions. En plus, ça fait un moment qu'on vole, donc on contrôle plus trop la trajectoire et en fait, il est possible euh, qu'on atterrisse non pas dans l'eau, mais sur Terre, et le module de commande n'est pas prévu pour ça. Donc, en fait, à partir du mode 4, on va plutôt faire le choix de séparer le CSM, évidemment, puisque le lanceur ne fonctionne plus ou a explosé, on ne sait pas. Mais on va utiliser le moteur du du service module pour continuer à pousser et mettre le CSM en orbite. Et à partir du moment où on est en orbite, à ce moment-là, on va prendre le temps qu'il faut pour calculer une trajectoire de rentrée atmosphérique adéquate et atterrir cette fois-ci plutôt dans le Pacifique, c'est beaucoup plus large que dans l'Atlantique. Donc voilà, voilà pour les 4 modes. Donc aujourd'hui, on va voir le mode 1 uniquement. Et donc ce mode 1, ici, il est séparé en 3 parties. Le mode 1A, donc c'est en réalité la partie la plus délicate du vol, parce que c'est la partie où la fusée est la plus basse. Donc le mode 1A, il dure du départ jusqu'à get 42 secondes. Alors get, voilà, ça fait partie des acronymes que vous avez peut-être pas. Ground elapsed time, c'est le temps de vol, et tout est mesuré en get. Donc de 0 à 42 secondes, on est dans le mode 1A, et là, l'annulation, on appuie sur le bouton, et le vol est automatique, identique à celui qu'on vient de voir avec le Launch Escape System qui est parti avant le décollage. Donc, il va éjecter le module de commande le plus loin possible, plutôt verticalement. Ensuite, le Launch Escape System va s'éjecter et les parachutes vont s'ouvrir. Donc l'idée, comme on est à basse altitude, c'est de monter le plus haut possible pour avoir le temps d'ouvrir les parachutes. Il y a une chose particulière sur cette phase de vol, pendant ces 42 premières secondes, c'est que en fait, même s'il y a un défaut sur la fusée, on n'arrêtera pas les moteurs. Alors je ne sais pas si la simulation prend ça en charge, mais en fait, ce que les concepteurs d'Apollo ont fixé, c'est que même dans le pire des cas, sauf si évidemment la fusée explose, elle va marcher beaucoup moins bien forcément.
pour ceux qui ont la référence. Mais sinon, si elle quitte sa trajectoire ou quoi que ce soit, en fait, les ingénieurs de la NASA ont déterminé que il valait mieux la laisser voler pendant 30 secondes avant de la détruire. Et donc, ils ont la possibilité, depuis le sol, de la détruire, mais ils ne le feront pas pendant 30 secondes. Et donc, en fait, le mode 1A correspond peu ou prou à cette période-là. Alors, 1A ou 1 alpha. Le deuxième mode, c'est le mode 1B, 1 bravo, euh, qui part donc de 42 secondes jusqu'à 1 minute 50. Ce mode-là, c'est un mode en altitude moyenne, mais il correspond aussi à autre chose beaucoup plus important, c'est la zone de max Q. Donc c'est la zone sur laquelle, enfin la durée de vol pendant laquelle les forces de frottement atmosphérique sont les plus fortes sur la fusée. C'est-à-dire que au début, la fusée accélère, sa vitesse c'est 0 au départ, et puis elle croît assez rapidement, ça pousse bien. Et comme la vitesse de la fusée augmente assez vite, et ben, au bout de 40 secondes, les forces de frottement atmosphérique commencent à devenir importantes. Mais l'avantage, c'est que la fusée gagne en altitude et donc les effets atmosphériques diminuent. Je vous rappelle qu'au sommet de l'Everest, à 8000 mètres, donc à peine 8 km, un être humain a déjà beaucoup de mal à respirer. Donc quand on passe 10 km, l'atmosphère est très ténue. Quand on passe 30 km, voilà, il n'y a quasiment plus rien. Enfin, c'est très faible. Donc voilà, dans cette zone-là, de 42 secondes à 1 minute 50, c'est là que la fusée subit les contraintes les plus fortes. Et c'est en réalité le moment le plus délicat, parce que si là, il y a un problème, euh, le Launch Escape System donc, va fonctionner. Il va avoir un programme différent, il va fonctionner de façon automatique de la même manière que dans le mode One Alpha, mais son programme de vol, lui, va être différent. En revanche, il est probable que si un accident était arrivé à ce moment-là, les contraintes effectuées sur les astronautes, il y aurait eu des chances qu'ils s'en sortent pas. Mais bon, on va pas se priver de la possibilité d'essayer de les sauver. En tout état de cause, si vous aviez été dans la fusée, quand vous entendez mode One Bravo à la radio, vous savez que vous rentrez dans la zone délicate. Et quand vous entendez mode One Charlie, et ben là, vous savez que bon, voilà, vous avez la possibilité de vous en sortir. Le plus dur est passé. Donc, il y a 1 minute, un peu plus, 1 minute 8 secondes qui sont vraiment délicates. Donc, le mode One Charlie, c'est à partir de 30 km. Donc environ 1 minute 50 après le lancement. Et là encore, c'est un mode automatique où le Launch Escape System va se déclencher tout seul. Il va lancer son programme tout seul. Alors quand je dis que ça fonctionne tout seul, en réalité, les astronautes, alors on va revenir à l'intérieur maintenant de la fusée. Donc quand je dis les astronautes, c'est le commandant, hein. Donc le commandant, ou éventuellement d'ailleurs, de là où il se trouve, si le commandant avait un problème, le, le pilote du module de commande pourrait aussi appuyer sur ce bouton-là. Le commandant a la manette ici. Donc en fait, à partir du moment où le Launch Escape System est lancé, ils peuvent surcharger les commandes. Par exemple, ils peuvent éjecter la protection qui se trouve au-dessus du module de commande plus tôt, ils peuvent ouvrir les parachutes quand ils le souhaitent, etc. Mais en fait, ils ont tout intérêt à laisser le système gérer tout seul
en fait, la surcharge des commandes étant, essentiellement au cas où justement, ils s'aperçoivent que, bah, je sais pas, le parachute s'est pas ouvert au bon moment. À ce moment-là, ils peuvent essayer, d'appuyer sur les boutons. Je crois que ce sont des boutons qui sont par là, si je me trompe pas. D'ailleurs, j'ai évoqué, lorsqu'ils étaient au sol, le cas d'un problème, un incendie ou quelque chose et qui nécessite, d'évacuer, d'urgence et donc on va éjecter le module de commande à partir du moment où le bras a été enlevé. Mais en revanche, si, on annule la mission en vol, il y a des, comment dire? Des faits objectifs qui conduisent à l'annulation du vol. Alors, il y a 3 systèmes qui, vérifient, enfin, comment dire? 3 acteurs, qui vérifient et décident de l'annulation du vol. En priorité, les personnes qui, peuvent décider d'annuler le vol, ce sont les astronautes eux-mêmes. Hem, Normalement, la procédure, c'est que on devrait leur dire depuis le sol, «Annuler, annuler» et c'est eux qui décident de le faire et si, jamais, ils actionnaient pas le bouton, si vraiment c'était nécessaire, le sol pourrait le faire. Mais c'est eux qui décident d'appuyer, a priori. Sinon, c'est le mission control qui le fait. Dans le cas d'un lancement, il y a 2 mission control. Il y a le mission control qui se trouve de l'autre côté là-bas, par là-bas, sur le pas de tir et qui gère la mission jusqu'à ce que le bas de la fusée ait dépassé le haut de la tour. Et puis ensuite, c'est le mission control de Houston qui prend le relais. Et il y a un troisième dispositif qui, on va dire, est situé ici. Donc c'est l'instrument unit qui est en fait le système qui mesure et contrôle le vol de la fusée. Donc déclenche tous les automatismes de vol, etc. Le pilote automatique en fait, et qui pour piloter automatiquement fait des mesures en permanence. Et s'il détecte un problème, à ce moment-là, il va allumer le bouton rouge ici. Et il va aussi éclairer des lumières un peu partout là. Donc ça, c'est les moteurs. Donc quand un moteur ne fonctionne pas, ça s'allume. Là, il y a des indicateurs aussi qui sont susceptibles de s'allumer, ainsi qu'ici. Et bon, finalement, même si le système qui fait les mesures, alors le système qui fait les mesures et qui est susceptible d'éclairer les lumières ici s'appelle l'EDS, Emergency Detection System. Lui se base essentiellement sur des indications donc sur les moteurs. Est-ce que la pression dans les réservoirs est correcte? Est-ce que les moteurs sont en train de fonctionner? Les débits sont corrects? Et puis aussi sur les mesures de position. Alors, ce sont les mesures de position angulaire, c'est-à-dire est-ce que la fusée est en train de voler dans la bonne direction? Et aussi, est-ce qu'elle n'est pas en train de pivoter trop vite sur un de ces 3 axes? Sachant que les astronautes, eux, peuvent contrôler la position de la fusée ici ou là, avec pareil les vitesses de rotation. Il y a même des systèmes qui leur indiquent les erreurs par rapport aux positions théoriques. Et donc, si l'EDS ne fonctionnait pas, à ce moment-là, si le commandant s'aperçoit qu'il y a un des paramètres qui est parti en butée, il va déclencher l'annulation par la manette. Ici, je crois, c'est la mesure des G qui sont en train d'encaisser. Et ça, je l'évoque parce que, en fait, c'est important aussi parce que finalement, les sensations que les astronautes ont à l'intérieur de la cabine sont quand même extrêmement importantes. En particulier s'ils sont en train de subir une rotation, par exemple, ils vont la sentir, pas seulement la mesurer sur les cadrans. Donc bon, on peut supposer que ils vont vérifier en tout état de cause. C'est des gens qui sont briefés pour être très calmes, ce sont la plupart du temps des pilotes d'essai, mais n'empêche que les sensations vont attirer leur regard vers l'instrument de mesure adéquat
pour savoir ce qu'il faut vérifier et prendre la bonne décision rapidement. Sachant que les décisions, effectivement, dans ces cas-là, il faut les prendre très très vite. Bien, eh bien, puisqu'on en est là, donc on va effectuer un décollage. Alors en fait, j'ai prévu un certain nombre de scénarios pour tester toutes les phases. Et donc, inutile d'attendre le décollage. On va se mettre tout de suite à 2 secondes après le décollage et on va supposer que, je ne sais pas, par exemple, 2 des 5 moteurs, donc la fusée vient juste de décoller là. Le AP ici signifie qu'on est en pilotage automatique qui est donc commandé par l'instrument unit qui est là. Et donc on va faire la supposition que, en fait, 2 des moteurs, se sont arrêtés. Je rappelle une chose, c'est que normalement la fusée doit continuer de pousser pendant 30 secondes. Quoi qu'il advienne, on n'éteint pas de moteur pendant 30 secondes, même s'il y en a que 3 qui fonctionnent. On ne veut pas que la fusée retombe sur le pas de tir et puis, on préfère qu'elle aille, tomber, dans la flotte que, Dieu sait où, dans le Kennedy Space Center. Il y a des gens là-bas, donc si la fusée prenait cette direction-là, ce serait quand même ennuyeux. Donc, on suppose qu'elle va s'élever verticalement, à tout le moins. Donc, je vais démarrer et je vais annuler la mission tout de suite. Et voilà. Donc, il se passe rien de nouveau. Je sais pas où est la fusée. Je la vois pas. Mais donc, ce qui se passe là, dans le mode One Alpha, c'est la même chose que ce qui s'était passé la fois précédente. Donc simplement, on tourne la manette, on appuie sur le bouton, et voilà, c'est fini. Alors, inutile de regarder ce qui va se passer ensuite. Ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais regarder le lancement, mais d'un point fixe. Donc on va relancer la même chose, mais on va se mettre sur un point fixe. Donc on reprend exactement le même scénario. Mais au lieu de regarder ça depuis, enfin en suivant le module de commande, on va regarder la scène depuis une caméra fixe. Il me semble qu'il y en a une intéressante ici. Alors, ça part un peu loin, mais on doit pouvoir... Ah, j'ai voulu zoomer, je me suis trompé. Voilà. Donc on peut zoomer. Et donc on va continuer à suivre le module de commande, mais bon, on va quand même voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc attention, je démarre et ensuite, tout de suite, j'annule la mission. Alors c'est con parce que j'aurais voulu suivre la fusée, voir ce qu'elle a fait. Ouais, alors en fait, ils l'ont fait retomber. Donc ils ont arrêté les moteurs. Mais en réalité, euh, là voilà, on est à 30 secondes, la fusée aurait dû monter et ensuite, en balistique, aller s'écraser dans la mer. Et donc là, le module redescend. Euh, donc la simulation ne prend pas en charge cette contrainte. Alors sachez que en fait, à 10 secondes de vol, la fusée effectue une rotation et prend une direction azimutale. Donc elle commence un peu à incliner sa trajectoire, ce qui fait que en fait, au bout de 30 secondes, la fusée est suffisamment haut et sur une trajectoire suffisamment balistique pour qu'elle retombe dans la mer.
près du bord certainement, mais dans la mer. Bien, bon, voilà pour le mode One Alpha. On peut l'essayer à plus haute altitude. Alors j'en ai fait toute une série. D'ailleurs, les scénarios sont disponibles aussi dans le GitHub que j'ai évoqué. On va se mettre vers la fin du mode One Alpha, donc beaucoup plus haut. On est à 30 secondes. Alors je vous rappelle, c'est à 50 secondes qu'on va passer en mode One Bravo. Allez, à 30 secondes, on va avoir un petit peu de temps pour appuyer sur le bouton. Mais il va rien y avoir de bien miraculeux. Ça va fonctionner de la même manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode de tracking global. Voilà, comme ça on gardera notre orientation au moins. Donc voilà, on va voir apparaître ici le temps de vol. 30 secondes et j'éjecte. Donc là on voit bien les moteurs qui ont fonctionné. Donc il y a un système dit de canard ici qui sert à faire voler, dévier la trajectoire. Donc c'est une sorte d'aileron, on va dire, qui dévie la trajectoire pour éloigner le module de commande de l'axe de la fusée. Et voilà, on voit la fusée qui est en train de retomber. Là, elle est à 30 secondes, donc on va voir où elle tombe d'ailleurs. Et on va probablement s'apercevoir qu'effectivement, à 30 secondes, la fusée, elle tombe dans l'eau. Voilà. On voit bien qu'elle tombe dans l'eau. Voilà pourquoi les ingénieurs avaient fait en sorte que cette fusée, la poussée soit continue pendant au moins 30 secondes. Bien. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, on va passer en mode One Bravo. Donc, en mode One Bravo, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans la zone Max Q. Et alors, je l'ai déjà testé dans la simulation. Il n'y a pas de problème, ça redescend. Mais visiblement, les spécialistes, il y a des gens qui sont vraiment pointus sur le déroulement des missions Apollo. Il semblerait qu'ils s'accordent à dire que l'éjection là, elle aurait été délicate et que les gars auraient pris cher. Donc on est à 50 secondes. Et là, on va prendre notre temps. Donc là, ça monte très verticalement. Les canards se sont déployés. Voilà. On pivote. Et donc, en fait, le module de commande va se mettre dans la bonne direction pour redescendre. Alors là, on est déjà assez haut. Hein. On est à 10 km d'altitude. Donc, on a tout le temps pour ouvrir les parachutes. Les parachutes de mémoire, ils s'ouvrent aux alentours de 2 km. On peut regarder ça. 8 km. On va lancer. Alors, je sais pas comment ça se dit en français. C'est les drogues. Et je pense qu'aux alentours de 2000 mètres, on va ouvrir les gros parachutes. Donc voilà, là on a vraiment le temps. Mais probablement que l'éjection, elle a été violente et que l'accélération a été très forte. On aurait pu le regarder ici.
Euh, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même éjection, mais à plus haute vitesse. Donc un One Bravo à plus haute vitesse, et on va se mettre à l'intérieur, on va regarder les indicateurs. 3 km. Ah, ça s'ouvre à 3 km, pas 2 km, visiblement. Voilà. Bien. Alors on va refaire un mode One Bravo, mais en fin de parcours, et on va le faire de l'intérieur. Donc là, on va se mettre à 1 minute. 1 minute. Ouais, c'est bien. Oh non, allez, 1 minute 40. Donc 10 secondes avant la fin de la zone max Q. Donc là, on doit y être en plein dedans, hein. Et surtout, la vitesse s'est énormément accrue. Alors, je me mets à l'intérieur. Donc oui, ils sont déjà à max 7, hein. Voilà. Et alors ça va aller vite, il va falloir regarder les chiffres qui vont là. Je sais même pas si je vais avoir le temps de la regarder, mais bon. Alors les chiffres que j'avais étaient pas les bons. Apparemment, l'accélération n'était pas si forte que ça. Ah, je recommence. Les chiffres que j'avais en début de simulation n'étaient pas corrects. Alors, en fait, j'ai cru qu'en pause, il allait me donner les vrais chiffres, mais c'était pas le cas. Donc 1 minute 40. On recommence. On va lui laisser 1 ou 2 secondes pour nous donner les vrais chiffres. On se met à l'intérieur. Donc on est à Mach 1.5. Par contre là, on est parti à Mach 6. Bon, voilà, si, c'est faisable. Pour des astronautes entraînés, c'est presque la routine. Et puis c'est bref. C'est très très bref. Après, est-ce que c'est pas plutôt le système qui physiquement aurait pas tenu la charge? Je ne saurais trop dire. Donc là, voilà, le système nous a emmené au-dessus des 30 km. Et là, on est même en balistique encore en train de monter. Alors que, bah, comme on était en mode One Bravo, on était en dessous de 30 km. Donc juste la poussée là, enfin la vitesse qu'on avait initialement, plus la petite poussée du système d'éjection, ça nous a emmené. Bah, on est encore un peu en train de monter, mais là ça va s'arrêter, je pense, à 45 km d'altitude. Donc on a pris 15 km encore. Et donc maintenant, on va redescendre. Alors on peut regarder ce qui se passe depuis l'extérieur. Donc on est à 45 km, c'est haut. On pourrait nous surcharger les commandes. C'est-à-dire que là, on pourrait commander l'éjection de la tour et, euh, et ensuite ouvrir les parachutes quand bon nous semble. Mais à ce stade-là encore, voilà, notre vitesse, elle est, on est à Mach 2, hein, on va quand même vite. Mais bon, on a une vitesse qui est à peu près correcte. Donc, a priori, on devrait arriver à rentrer dans une atmosphère plus dense, puis on est en dessous de 50 km, donc on est déjà dans une atmosphère qui est quand même freinante. Il n'y a pas trop de problème. On va laisser le système gérer. Là, on voit bien les canards, donc qui servent à orienter notre chute. Bon voilà, là on entend le bruit du vent, mais je pense pas que ça se mette à chauffer
comme lors d'une rentrée atmosphérique normale. Et ça freine. Voilà. Et donc, voilà, on a ouvert les parachutes à 7 km, enfin les drogues, et, euh, et les parachutes vont s'ouvrir, les grands parachutes vont s'ouvrir à 3 km. Alors là, par contre, on s'est quand même bien éloigné de notre point de départ, apparemment. Ouais, on a fait quelques kilomètres là déjà. C'est plus la porte à côté. Je crois que c'est les Bahamas là. Donc on est au niveau des Bahamas, quoi. Bien. Mode 1 Bravo, on a vu, on a compris. Maintenant, on va aborder le mode 1 Charlie. Alors, le mode 1 Charlie, donc on a dit, c'est jusqu'à 3 minutes environ. Je ne me souviens plus exactement. Bon, attendez, j'active le scénario. On va se mettre en début de mode 1 Charlie, voilà. Le mode 1 Charlie, donc le critère c'est à partir de 30 km. Ah oui, jusqu'à ce qu'on éjecte le Launch Escape System. Donc tant qu'il est présent, et en fait l'éjection du Launch Escape System, c'est à peu près au moment où le premier étage descend, plus exactement le premier étage est lâché, s'arrête. Le deuxième étage se met en route, commence à pousser, et là, la bague qui sépare les deux étages reste là pendant quelques instants, et au moment où elle est éjectée, le Launch Escape System est lui-même éjecté. Donc on est dans la dernière phase. Mode 1, c'est aussi toute la partie où on vole avec le premier étage. On est dans la dernière phase du vol avec le premier étage. Donc on y va. Donc là, on est go pour staging, donc on est go pour séparer les deux parties. Et nous, avant ça, on va considérer qu'on a un problème et on éjecte. Et là, on risque d'avoir commencé à avoir quelques petits soucis de rentrée parce que notre vitesse commence à devenir considérable. Alors on va voir si le système est capable de rentrer tout seul ou pas. On notera que les canards ne sont pas déployés, et pour la simple et bonne raison qu'ils sont parfaitement inutiles. À 65 km d'altitude, il n'y a pas d'atmosphère. Enfin, en tout cas, pas suffisamment pour que les canards aient le moindre effet. Et donc là, on va être en vol balistique pendant un bon moment. Est-ce qu'on pourrait pas aller dans l'espace? On n'en est pas loin, hein, 80 km. On est presque dans l'espace. Tiens, on peut regarder aussi sur la carte là. Voilà, on s'aperçoit qu'on retombe quand même largement dans l'Atlantique sur notre trajectoire balistique actuelle. Et dès qu'on va rentrer dans l'atmosphère, ça va freiner, on tombera encore plus près. Donc de ce point de vue-là, pas de problème. On va bien tomber dans l'eau. Voilà, on est à 90 km, on est quasiment dans l'espace. Ça monte encore. Ah voilà. Donc bah non, c'est pas pour maintenant. Ça y est, on retombe. On est en train de retomber. Donc là, est-ce que on n'aurait pas intérêt à gérer nous-mêmes? J'en suis pas sûr. Il me semble que, alors j'ai consulté
Pareil, hein, sur la page que j'ai rédigée, il y a pas mal de liens vers des documentations. Il y a des checklists, des choses comme ça. Euh, Là, par exemple, on a une checklist. Si elle veut bien s'ouvrir là, c'est lent. Ah, voilà, on a une checklist CSM et donc on a les modes d'abord. Donc dans la section 4, euh, section 2, donc ce sont des documents officiels, hein, alors je ne sais plus de quel vol il s'agit là, mais bon, le fonctionnement global d'Apollo ne change pas d'une mission sur l'autre. Les procédures sont relativement constantes. Ils ont peut-être fait quelques petites modifications. Mode 1C, Canard Deploy, Press Tower Jettison. Ah, on rentre dans l'atmosphère, donc on va regarder ce qui se passe. Allez, on y retourne. Là, ça a l'air de frotter. Ouais, ça frotte. Ça frotte sévère. Et donc, clairement, ça vole pas tout seul. Voilà. Il fallait faire ça. C'est moi qui l'ai fait là, hein. Bon, je m'en sors bien. Globalement, je m'en sors pas mal. Mais il aurait probablement fallu que je fasse ça plus tôt. Euh, Orienter correctement le module de commande, etc. Mais bon, jusque-là, on est resté vivant. Allez, on va se mettre en fin de mode one Charlie et on va voir ce qui se passe. Alors, je charge le mode one Charlie à 2 minutes 30. Et donc là, on est haut, on va vite et ça va se compliquer. Je laisse la mission se dérouler. Voilà. Et là, supposons par exemple que le moteur de l'étage 2 ne soit pas allumé. On s'éjecte. L'allumage a provoqué une explosion du deuxième étage. Voilà. Disons ça. On les voit rapidement plus, les fusées. Ça pousse fort, hein, ce machin. Donc là, il est clair que le système, il va pas nous renvoyer sur Terre tout seul. Euh, Tout à l'heure, il s'est pas positionné comme il faut, etc. A priori, on peut regarder. On va accélérer la mission et regarder ce qui se passe si on fait rien. Mais je suis pas certain que ça se passe très très bien. Là, je vais le laisser faire totalement. Je contrôle l'altitude, 94 km. Ouais, on est encore haut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on est à 60 km, donc on va rentrer dans la partie qui freine. Alors, je ne comprends pas comment il fait pour s'orienter là, parce qu'il n'y a rien qui est censé l'orienter. Donc, ouais, il est en train de pivoter, il se met n'importe comment. Donc là, ça va pas bien se passer. Voilà, le module n'est pas orienté correctement.
Je, je pense pas que ça aille très bien là. Ouais, bah, ça marche. Autant pour moi. J'y croyais pas, mais ça marche. Bon, honnêtement, moi j'aurais éjecté la tour là. On est à quelle altitude? 4000 mètres. Là, normalement, on aurait dû sortir les parachutes. Donc oui, voilà. Là, la démonstration est faite qu'il ne faut pas laisser le système se gérer tout seul. On va s'écraser. Voilà, voilà. Donc en mode One Charlie, on laisse pas le système se gérer tout seul. On le gère nous-mêmes. Alors on va le faire cette fois-ci correctement. Donc on va se mettre à nouveau à 2,30 et on va faire la même simulation. On va faire l'hypothèse qu'il y a un accident au moment du démarrage du deuxième étage. Allez, voilà. Et là, ça marche pas. Voilà. Donc, voilà, la poussée a été faite. Le système nous a envoyé euh, sur une trajectoire balistique. Là, on est en train de monter. On n'a plus besoin de ce truc. C'est du poids en fait. Donc, on le largue. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position de rentrée atmosphérique. Donc, on va faire pivoter, parce qu'on a quand même des moteurs sur le module de commande. Donc, on utilise ces moteurs pour se mettre en trajectoire rétrograde, c'est-à-dire une trajectoire de freinage, et se mettre dans la bonne position pour aborder la rentrée atmosphérique. Là, on est dans l'espace. Donc, on était vraiment à la fin du mode One Charlie. Donc, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas le CSM avec nous. Donc, si ça rentre pas, c'est que c'est pas possible de rentrer. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire. On est à 2000 mètres par seconde pour une rentrée atmosphérique, c'est une bonne vitesse. Mais je pense que ça devrait le faire. Alors, tant qu'on est en haute altitude, on peut s'accélérer, ça sert à rien d'attendre. Bon, normalement, la limite pour eux, c'est 120 km. On va se mettre à 100 km. Voilà. Là, on commence à avoir des traces atmosphériques. Voilà, on a un peu de pression sur le bouclier. On la voit ici. Donc, je me mets. Voilà, on est en train d'avancer là vers la droite, vers cette tache lumineuse là. Et on est en train de descendre. On peut regarder la carte aussi. C'est pas inintéressant. Donc, bon, voilà, on va encore une fois atterrir au large des Bahamas et de la Floride. Bon, rien de catastrophique. On va regarder depuis l'extérieur. La pression augmente nettement quand même, hein. Là, on est à 3G. Ah non, 0,3G. Donc là, ça freine pas fort encore. La décélération est pas. Là, voilà, ça commence à freiner.
Donc là, ça freine fort. On est à 2002, c'est beaucoup, mais ça baisse. Donc si on a tenu à cette vitesse, c'est bon, ouais, 1500, 1400, c'est bon, ça va fonctionner. Et on va pouvoir rentrer sain et sauf. Voilà, ça y est. Et voilà, la suite, on la connaît déjà. Donc voilà, toute la phase de mode 1. Alors, j'en profite pour montrer ce qui se passe ensuite, mais juste à titre d'indication, donc après le mode 1 Charlie, on passe au mode 2. Alors je me mets quelque part dans le mode 1 Charlie, je me mets en début de mode 1 Charlie. Allez, voilà, et je vais laisser se dérouler la mission. Et à titre de teasing, je vais faire un abort en mode 2. Donc go pour la séparation. On arrive en fin de mode 1. Voilà, plus de carburant dans le premier étage. Le deuxième étage se met en route. Mais l'anneau de séparation entre les deux étages est toujours là. Et là, on est à 3 minutes, donc ça va bientôt se décrocher ici et le Launch Escape System va être éjecté lui aussi. Voilà, ici séparation. Et le Launch Escape System. La tour s'en va. The Tower, c'est la tour du Launch Escape System. Et donc maintenant, on est en mode tout. Et donc si on arrête, si la mission s'arrête, voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Et donc il faut atterrir. Alors, le mode tout, ce sera pour le prochain stream. Là, compte tenu du fait qu'on sait que juste avant le mode tout, la capsule arrive à rentrer à peu près toute seule. Voilà, on a une vitesse de 2200. Donc on sait que ça le fait. Bon, peut-être le plus simple, c'est effectivement d'éjecter tout de suite et d'aller atterrir. Ça devrait le faire. Mais on va s'apercevoir assez rapidement que la vitesse va être telle que là, une rentrée atmosphérique basique, ça va plus être possible. Et donc, il va falloir envisager des solutions. Et attention, on annule la mission, donc on est en situation d'urgence. Notez ici que plus rien ne pousse, il n'y a plus aucun moteur allumé là. Donc en fait, les trois composants volent à peu près sur la même trajectoire balistique. Voilà, donc là aussi, si je retourne la capsule et que je me mets en freinage comme ça, il va peut-être y avoir un problème. Donc il y a des choses à gérer. Mais le mode tout, c'est pour plus tard. Et là, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine fois.